Merci, Madame la Présidente. Oui, l'amendement de notre collègue Bertha et de nos autres collègues interroge notre conscience. Moi-même, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne suis pas signataire de cet amendement. Alors, j'ai essayé de m'interroger sur la pratique existante aujourd'hui du diagnostic préimplantatoire qui existe en France depuis 25 ans et dont l'objectif était qu'en effet, les parents dont on pouvait penser qu'ils allaient transmettre une maladie grave à leur enfant, on puisse le détecter au moment de l'implantation de l'embryon en cas de procédure de fécondation in vitro. Et cela, ça représente 4% des fécondations in vitro. Qu'est-ce que nous propose notre collègue Philippe Bertha? Il nous propose que dans ces 4% des cas de fécondation in vitro où est déjà présumée la possibilité d'une transmission de maladies graves à l'enfant, nous puissions, dans le cadre d'une expérimentation, je crois que c'est la formule retenue, sans quoi l'amendement aurait été article 40, sans geste médical supplémentaire et avec le consentement des parents, d'aller numéroter les autosomes, les chromosomes non sexuels, pour vérifier si oui ou non une maladie génétique serait de nature à compromettre la viabilité de l'enfant. Ces aneuploïdies, donc le fait de ne pas avoir le bon nombre de chromosomes, c'est vrai, dans 99% des cas, ça conduit à la fausse couche. Mais dans 1% des cas, l'embryon sera viable. Ça sera peut-être un trisomique 21, ça sera peut-être une autre situation. Dans ce cas-là, l'embryon sera viable. Et moi, ce 1%, il est vrai, m'interroge quand je regarde cette possibilité qui est ouverte, et qui est ouverte pour de très bonnes raisons. L'idée, c'est d'éviter des fausses couches des IMG, d'éviter de conserver des embryons qui ne vont pas bien s'implanter, d'éviter de faire du don d'embryons. Donc évidemment que l'intention est bonne et que dans 99% des cas, je crois qu'on peut accepter que de la même manière qu'on s'est dit que des maladies graves ne pouvaient pas être transmises à l'enfant, eh bien, qu'une maladie génétique qui rend l'embryon non viable puisse là aussi être prise en compte. Alors que peut-on faire sur ces 1% ? Des cas où effectivement l'embryon est viable et où même s'il aura un handicap à la naissance, il n'en reste pas moins qu'il pourrait avoir une vie et être entouré d'une famille qui l'aime, etc. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, je crains, si on adopte cet amendement, qu'on ne trouve pas la limite et qu'on ne sache pas placer la limite. Eh bien, à force de relire et de relire encore l'amendement de mon collègue Bertha, j'ai fini par me convaincre que la limite que je me fixe à moi, et qui est conforme avec mes principes intimes, c'est que si l'embryon n'est pas viable, alors dans ces cas-là, il est acceptable qu'on puisse ne pas l'implanter, ne pas le conserver, ne pas le donner. Si l'embryon est viable, alors il faut se tenir à l'écart de toute forme de tri. Et c'est la raison pour laquelle on s'y est pris un tout petit peu trop tard, mais on voulait proposer un sous-amendement à cette série d'amendements pour que l'expérimentation soit restreinte à la détection de cas d'embryons qui ne seraient pas viables, en laissant le droit existant pour tous les cas où l'embryon serait viable. Alors on s'y est pris trop tard, mais peut-être est-ce que là, Madame la Ministre, si on prend le temps, et si mon président souhaite demander une suspension de séance, qu'on puisse avoir une discussion sur la rédaction, pour qu'on ne dise pas aujourd'hui qu'il s'agit de mettre fin ou de causer du tort au trisomique 21 notamment, mais simplement qu'on se dise que dans les cas des embryons non viables qui engendrent beaucoup de souffrance et qui engendrent tout un assemblage de techniques qui n'a pour vocation ultime que la fausse couche, que l'on puisse là, dans ce domaine-là, faire un progrès.